À l'exception de sa côte méditerranéenne, la Libye appartient au Sahara. Le désert occupe 90% du pays. C'est un monde de plaines et de plateaux à l'infini, interrompu par quelques massifs montagneux entourés d'océans de dunes. Dans le sud du pays, la région du Fezzan, ces massifs arides livrent aujourd'hui les témoignages artistiques des hommes de la préhistoire. Peintures dans les grottes du Djebel Akakous, gravures dans les oueds desséchés du plateau du Messac Setafet racontent la vie des hommes lorsque le désert était encore fleuri. Car le Sahara n'a pas toujours été un désert. Immense glacier lorsqu'il était au pôle sud, puis recouvert par de véritables mers, il a commencé à prendre sa physionomie actuelle il y a 2 millions d'années. Climats arides et périodes humides se sont alors succédés. Pendant les périodes arides, la roche a été mise à nu, débarrassée du sol fertile emporté par le vent. Soumise aux fortes variations de température entre le jour et la nuit, les grès qui couvraient la surface ont éclaté en fragments qui sont redevenus du sable. Pendant les périodes humides, les fleuves ont créé des vallées, véritables canyons, et les grès qui tapissaient les dépressions se sont gorgés d'eau, constituant des nappes aujourd'hui fossilisées. Ce sont ces nappes qui alimentent encore une quinzaine de lacs dans l'ère Goubari. Certains sont asséchés lorsque l'évaporation l'emporte sur l'apport en eau souterraine. La dernière grande période humide date de 10 000 ans. Elle dura 5 000 ans. Des pluies annuelles régulières ont alimenté de nombreux cours d'eau, développant une prairie favorable à la grande faune. Et c'est pendant cette période, dans une Libye couverte de savanes, que les hommes du néolithique ont gravé et peint les parois rocheuses du Messac Setafet et de l'Akakous. Le Messac Setafet est un long plateau, arrondi en croissant, une grande table de grès de 40 à 60 km de large, relevée en falaise sur son flanc nord-ouest et s'abaissant à l'est en pente douce vers l'ergue Mourzouk, sous lequel il disparaît. Ce plateau est couvert d'un rec de pierres noires, où les oueds ont creusé de longues vallées encaissées. C'est sur les parois de ces vallées que les hommes de la préhistoire ont gravé des milliers d'œuvres dont les thèmes sont d'une diversité remarquable. À l'entrée de l'oued Inabeter, un crocodile et son petit démontrent la présence de cours d'eau abondants. La gravure de la tête, soulignée par un double contour, est caractéristique du Messac. On trouve aussi des hippopotames, toujours témoins d'eau. Plus haut, sur la falaise, ce combat de félins témoigne d'un sens du mouvement remarquable et d'une autre technique de gravure, où l'intérieur des corps est poli. On trouve aussi quelques lions qui chassent des girafes. L'artiste a schématisé les corps pour insister sur les griffes et le mouvement. Les autruches sont pratiquement le seul oiseau représenté. Les chasseurs capturaient les autruches à l'aide de pièges ou d'armes de jet. L'éléphant est souvent présent, avec des styles variés que l'on attribue à des périodes différentes. Toutefois, les datations sont extrêmement délicates, la patine ne s'étant pas développée de façon constante au cours du temps. Cet éléphant de 1,20 m, gravé avec un luxe de détails, comme le rictus des lèvres et le feston des oreilles, est typique de l'école du Messac. Le trait de gravure en V est net et profond. Le premier tracé, obtenu par piquetage de la roche, a été ensuite lissé.
Parmi les grands animaux, un rhinocéros avec une tête énorme, les oreilles tournées vers l'avant, une encolure très forte. Ce sont les girafes qui sont les plus nombreuses. Elles sont gravées dans tous les styles, ce qui suggère que les hommes les ont représentées sur une très longue période. Leur taille peut atteindre jusqu'à 4 mètres. Sur cette immense frise d'une vingtaine de girafes, l'effet de troupeau est obtenu par un éventail de têtes penchées avec des angles différents. Cette petite girafe est traitée dans un style schématique avec des pattes très allongées sans sabots que l'on appelle le style Tasina. Le trait, incisé et poli, est pratiqué sans percussion préalable. Parmi les nombreux bovidés, les experts reconnaissent aussi bien des animaux sauvages que domestiques, ce qui pose la question de la datation à la fois de la domestication et des gravures. On peut penser qu'un monde de chasseurs a cohabité avec un monde de pasteurs. Le grand buffle antique est reconnaissable à ses énormes cornes. Le buffle africain est représenté avec des cornes épaisses, tournées vers le haut et la tête relevée. Cornes fines, en forme de lyre, ces bœufs auraient été domestiqués il y a 8000 ans. Les représentations humaines sont rares et de taille insignifiante face à celles des animaux. Armé d'un boomerang, ce minuscule chasseur semble affronter l'éléphant sans crainte. Ici, un petit archer près de la patte arrière de l'animal. Ces gravures de petits hommes sont peut-être postérieures à celles des grands animaux, à moins que cette différence de taille ne soit symbolique. En effet, des représentations d'êtres chimériques, difficiles à interpréter, démontrent que ces gravures n'avaient pas seulement des qualités descriptives, mais une charge de sens qui n'est pas claire pour nous. Volonté d'appropriation de la force animale ou chasse rituelle initiatique, les interprétations restent ouvertes. Le grand pouvoir évocateur de ces gravures, l'extraordinaire précision du trait, le rendu du mouvement saisissant sont sans conteste l'œuvre d'artistes accomplis et le témoignage d'une civilisation prospère. L'Akakous est un grand massif de grès dissymétrique. Il domine d'une haute falaise la vallée de Gath et s'abaisse en pente douce vers l'est. Le flanc oriental de l'Akakous est profondément entaillé par quelques grandes vallées à fond plat, orientées est-ouest, que l'on peut remonter sur des kilomètres. Les sillons d'une multitude de petits affluents individualisent des blocs épars que les dunes viennent noyer. L'ensemble forme un immense et spectaculaire dédale noir et ocre d'une beauté saisissante. Attaquant les couches les plus tendres, les vents ont érodé le bas des falaises, révélant des grottes ou des abris, et sculpté des motifs inattendus, dentelles ou pigeonniers, selon l'imagination de chacun. Ces abris recèlent la plus forte concentration de peintures rupestres de l'Akakous, qui a été classée par l'UNESCO dans le patrimoine mondial de l'art rupestre préhistorique.
Les peintures les plus anciennes remontent à plus de 8000 ans, dans le style des têtes rondes que l'on rencontre dans le Tassili des Adjers algérien qui jouxte la frontière. Mais c'est durant la période comprise entre moins 6000 et moins 1000 avant Jésus-Christ que ces peintures nous plongent dans un passé préhistorique d'une richesse stupéfiante. Les peintures ont été réalisées au pinceau avec des pigments d'ocre et du kaolin dilués à l'eau contenant parfois des matières organiques. Contrairement au Messac, dont les gravures montrent surtout des animaux, le thème favori des peintures de l'Akakous est la vie quotidienne des humains, dont les parures et les vêtements sont figurés avec un luxe de détails. Dans cette scène, dite du salon de coiffure, les personnages arborent une épaisse mèche de cheveux portée sur l'avant de la tête. Ces peintures, exécutées au trait fin, avec ou sans remplissage de la surface interne, sont propres à l'Akakous et ont été dénommées style des pasteurs de Ouanamille, nom de la grotte où elles ont été trouvées. Ici, le salon d'essayage, vêtements transparents d'une élégance certaine qui font penser aux peintures égyptiennes. Le style des pasteurs de Tinanhuin se caractérise par des personnages longilignes, au nez proéminent, avec une coiffe particulière de plumes, retenue par un bandeau noué derrière la tête. Des scènes entières montrent la vie paisible de la communauté et ses multiples occupations. On peut ainsi imaginer ici un orchestre ou une cour d'amour. La vie quotidienne des pasteurs était liée au bétail. Vaches, chèvres, chiens, qui sont représentés en abondance, avec des robes et des attitudes variées. Mais la vie quotidienne, c'était aussi la chasse et les combats. Si l'on trouve des girafes, des lions et des autruches, ces animaux sauvages sont nettement moins nombreux que sur les gravures du Messac. Par contre, le mouflon à manchette est très fréquent. Il était chassé à l'arc et avec des chiens. Les scènes de chasse sont figurées avec un sens de l'observation et un rendu du mouvement stupéfiant. Les styles différents montrent que ces chasses et ces combats se sont déroulés sur une très longue période. Cette scène de taille imposante où sont associés des gens en armes et des troupeaux, est-ce une razzia ou une simple fantasia?
les chars attelés de chevaux sont attribués aux Garamantes, peuple mal connu qui habita la région jusqu'au début de l'ère chrétienne. Le mouvement est suggéré avec une force et une économie de moyens remarquables. Les peintures qui apparaissent les moins élaborées sont les plus récentes, entre autres celles qui figurent des chameaux et des palmiers. Elles sont souvent en superposition sur des scènes plus anciennes. On peut penser que cette période du début de la désertification était aussi moins favorable à l'expression artistique. Toutefois, c'est en association avec ces peintures que l'on trouve le plus d'inscriptions proches de la langue des Berbères. On passe donc à la période historique. La progression de l'aridité dans le Sahara a certainement été la cause majeure de la disparition des peintures et des gravures. Il n'en demeure pas moins que cet ensemble d'œuvres artistiques démontre que les hommes et les femmes de cette époque, dans cette région, vivaient dans une civilisation remarquable. La faible densité de population, l'abondance de gibier et la domestication ont permis une vie en société élaborée qui nous est transmise par cette expression artistique.